au sein de la communauté des talents pédagogiques. Donc, la communauté qui a pour ambition, vocation à favoriser le partage, les échanges autour du développement pédagogique. Et donc, l'objectif, c'est de permettre aux chargés d'enseignement et à tous les acteurs du développement pédagogique de valoriser leur investissement en pédagogie et aussi de leur donner la parole et leur donner l'opportunité de partager leurs initiatives pédagogiques, donc notamment au sein du webinaire et des webinaires dont on a un exemple aujourd'hui avec Ariane. Donc voilà, la communauté est présente sur LinkedIn, sur Discord. Il y a aussi un site web, donc www.cartotalent avec un s.fr. Donc voilà, j'invite toutes les personnes qui souhaitent se joindre à nous sur ce site web et à créer leur profil pour partager leurs pratiques et initiatives pédagogiques à le faire. Et bien sûr, il y a la chaîne YouTube qui a tout l'historique des 2-3 dernières années des webinaires. Donc, bienvenue. Et ce webinaire sera enregistré et rediffusé via cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, le webinaire qui nous réunit, donc merci Ariane pour ce partage de pratique. Donc l'enseignant avec qui tu as travaillé n'est pas disponible aujourd'hui, donc voilà, il a des enseignements toute la journée. Voilà, je t'invite à le mentionner. Donc le webinaire d'aujourd'hui, c'est comment raviver l'intérêt des étudiants pour le cours magistral. Et donc, on va parler de réalité immersive et d'hybridation au service d'un cours d'usinage. Donc voilà, avant toute chose aussi, je tiens à vous dire que le webinaire est enregistré. Donc j'invite toute personne qui ne souhaite pas que son image soit enregistrée et diffusée à couper sa caméra. Donc voilà, et je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Si juste couper le son, surtout pendant la présentation d'Ariane. Et également, donc la présentation dure 20 à 25 minutes. Donc voilà, Ariane, je serai le maître du temps. Donc voilà, donc je t'inviterai, je te dirai les 5 dernières minutes, je te préviendrai. Donc j'essaie toujours de couper au bon moment, mais c'est pas facile. Et donc voilà, et à l'issue de la présentation, il y aura une période de questions-réponses. Donc voilà, je vous invite à poser vos questions. Donc vous pouvez le faire via le chat. Avec donc Camille qui est avec nous aussi de l'ENSAM. On va prendre les tours de parole. Donc voilà, et puis il se peut qu'on essaie de regrouper des questions si elles se rejoignent. Voilà. Donc ma foi, Ariane, je te laisse aux mains de la communauté des talents pédagogiques. Merci à toi pour ce partage. Donc voilà, bon webinaire à tous. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Je suis ravie de vous présenter ce projet qui nous a tenus pendant une longue haleine, pendant plusieurs mois, et puis de répondre à vos questions à la fin du webinaire si vous en avez. Alors, je vais partager mon écran. Tac, tac, tac. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Je pense que oui. Ok, super. Alors, donc, je vais vous présenter ce dispositif qui rentre dans le cadre d'un projet régional qui s'appelle Rotor Skills. Ensuite, je vous ferai une petite démo du dispositif. Je vous parlerai des étapes du projet, des outils utilisés, et puis je vous ferai un bilan, un retour d'expérience étudiants et enseignants, et je vous parlerai de l'amélioration continue de ce projet. Donc, ce projet, il a été réalisé sur un cours d'usinage qui est un cours destiné à des premières années du programme Grande École de l'École d'ingénieurs des arts et métiers sur le campus d'Aix-en-Provence. L'objectif de ce cours, c'est que l'étudiant soit capable de pouvoir paramétrer une opération élémentaire d'usinage pour fabriquer une pièce. C'est un ensemble d'actions qui sont utiles dans le monde de l'industrie. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'usinage, en fait, c'est de l'enlèvement de matière par outil coupant au moyen d'une machine sur une pièce métallique, par exemple. Donc, en fait, à la base, le cours, il se présentait comme ceci. Donc, on avait trois cours magistraux et ensuite un cours d'exercice dirigé et puis on partait sur des TP.
Ce qui s'est passé, c'est qu'au retour du confinement, l'enseignant a fait plusieurs constats, notamment la démotivation des étudiants au cours magistral et la désertion au cours magistral. On a réalisé également un certain nombre d'enquêtes puisque cette désertion a été généralisée sur le campus pour essayer de comprendre pourquoi les étudiants ne venaient plus en cours. Et puis, ça a souligné en fait certaines problématiques, dont donc cette problématique de motivation dont j'ai discuté. Les étudiants ont exprimé le besoin d'avoir plus d'interactivité pendant les cours magistraux. Sur ce cours d'usinage, les étudiants avaient également des difficultés à se représenter des systèmes complexes pendant le cours magistral, des systèmes parfois abstraits. Et ça, c'était une difficulté sur le CM avant d'arriver en TP, donc en travaux pratiques. Ils avaient des difficultés à faire du lien entre le contenu du CM et le TP. Et puis, c'est une matière qui est complètement nouvelle. C'est le premier cours de la première année. Au niveau de l'agenda du planning de cours. Et donc, les étudiants avaient aussi des difficultés à se projeter professionnellement au travers de cette matière au moment du CM. Tout ça, ça a contribué à la démotivation en fait, de l'enseignant et il a voulu modifier son cours et pour ça, il avait besoin d'un accompagnement pour le faire. Et donc, à partir de ces différents besoins que je vous ai exprimés, on est parti sur une réflexion de comment on allait modifier le cours. Et on a réfléchi à… la première solution qui est arrivée, c'était faire de la classe inversée pour redonner du sens et de l'interactivité au cours magistral en présentiel et différencier la pédagogie pour qu'elle soit plus adaptée aux besoins des étudiants. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est un ensemble de modules de formation qui sont consultables par les étudiants en amont de chaque CM. Et le cours de CM, qui n'est plus vraiment un CM, est un cours pendant lequel en fait, les étudiants vont aller pouvoir poser des questions sur les difficultés qu'ils ont rencontrées lors de la consultation des modules, sur les incompréhensions ou les erreurs qu'ils ont pu rencontrer lors des différentes évaluations de ces modules qui ont été réalisées en amont de la classe présentielle. Au niveau donc ça, c'était pour le choix de la classe inversée. Au niveau des modules de formation, on a réfléchi à quelle forme ils allaient prendre et on s'est orienté vers de la réalité virtuelle. Alors, pourquoi de la réalité virtuelle? Pour pouvoir familiariser les étudiants à l'environnement professionnel réaliste de l'atelier d'usinage, pour l'immerger et l'aider à se projeter par rapport à la difficulté de projection dont j'ai parlé juste avant. Et puis, pour l'aider à se représenter des systèmes abstraits qui étaient présentés lors du CM, puisque les étudiants sont amenés à visualiser les mouvements de la machine et à les mettre en lien avec les contenus théoriques du cours magistral. Donc, tout ceci nous a mené à choisir la réalité virtuelle avec pour objectif d'augmenter l'engagement, donc lien avec la motivation, l'attention, et puis pour ancrer davantage l'information et la cognition par rapport à ces difficultés de représentation des étudiants. Pour le projet, on a été plusieurs acteurs. En fait, ce projet, il a été mené à la fois par l'enseignant d'usinage, Jean Vincenti, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui va quand même pouvoir témoigner à distance, avec deux ingénieurs pédagogiques, donc moi-même et une collègue qui sommes sur le campus, et avec un partenaire ERM qui, lui, faisait partie du projet régional et qui nous a aidés à faire tout ce qui était prise de vue, vidéo, photo, panoramique 360 et à créer tous les modules en réalité virtuelle. L'enseignant, c'était l'expert des contenus et nous, en tant qu'ingénieurs pédagogiques, on s'est attelé à accompagner l'enseignant à rescénariser son cours, à bien définir les objectifs pédagogiques et puis à créer toute une progression, tout un parcours
notamment aussi au travers de la création de modules théoriques, donc là qui ne sont pas des modules en réalité virtuelle, mais qui accompagnent la progression, et aussi à tout ce qui était la gestion du projet et son évaluation à la fin du projet, une fois que les étudiants avaient consulté les modules. Alors, je vais vous faire une petite démo pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Avant de lancer la démo, ce dont je voulais vous parler, c'est de l'alternance de ces modules. Donc, ces modules, ils ont été diffusés sur la plateforme Moodle, qui est une plateforme LMS qui est utilisée au sein des arts et métiers par tous les étudiants. C'est leur plateforme, en fait, où ils vont pouvoir aller consulter des cours ou récupérer des documents. C'est leur plateforme pédagogique. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette plateforme, ils vont rencontrer une alternance de modules, donc dans tout le parcours dont je viens de vous parler, qui est une alternance de modules en réalité virtuelle, de modules un peu plus théoriques, où là, il y a des contenus plus théoriques qui n'avaient pas forcément d'intérêt d'être mis en réalité virtuelle, et puis des évaluations. Le parcours, il est linéaire, il est divisé en deux parties, une partie tournage et une partie fraisage, qui correspondent aux deux machines-outils sur lesquelles ils travaillent lors de la première année. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'au travers de cette progression, l'étudiant il est immergé dans un scénario où il se retrouve être un stagiaire dans une entreprise d'usinage qui s'appelle Jusine2. Et en fait, il est stagiaire et il est accueilli par deux tuteurs, un tuteur pour la partie tournage et un pour la partie fraisage. Et donc, Allô ? Oui. Donc, deux parties tournage et fraisage. Il est reçu par deux tuteurs différents. Et en fait, ces tuteurs, pendant son stage, vont lui demander de réaliser deux opérations d'usinage, de paramétrer deux opérations d'usinage. Mais pour le moment, dès qu'il commence son parcours, il n'est pas encore tout à fait compétent pour réaliser ces opérations. Et donc, il va être accompagné sur les deux parties par chaque tuteur pour obtenir et monter en compétence et obtenir les connaissances suffisantes pour pouvoir paramétrer ces opérations. Alors, je vais lancer la petite démo. Donc voilà, l'étudiant, quand il arrive sur son cours sur la plateforme LMS, il est confronté à un certain nombre de modules dont je vous parlais. Donc, vous avez les modules avec les roues crantées qui correspondent aux modules en réalité virtuelle, les modules avec les petits cahiers bleus qui sont là des modules plus théoriques, et une évaluation. Et ça, c'est une alternance en fait de ces trois modules-là dans chacune des parties. À la fin de chaque partie, il va réaliser une mission finale qui correspond à justement cette mission que lui demande de faire son tuteur, qui est la réalisation du paramétrage de l'opération d'usinage, en tournage et en fraisage. Donc ça, c'est la mission finale pour chaque partie. Quand on rentre dans le module en réalité virtuelle, donc là, l'étudiant, il accède au module et il est confronté à un écran de navigation pour pouvoir bien se naviguer en fait dans le module et pouvoir se repérer. Donc, il arrive pour la première fois dans son premier module, il est accueilli par son tuteur qui lui informe des sous-objectifs pédagogiques du module. Et donc là, il se retrouve en fait dans l'atelier d'usinage du campus d'Aix-en-Provence, là où il va réaliser après son TP. Là, vous voyez, l'étudiant, il peut regarder autour de lui, il peut zoomer ou dézoomer dans l'environnement en 360 degrés. Donc, sur cette première partie qui concerne la machine de tournage, l'étudiant se retrouve donc face aux deux machines, il choisit la machine de tournage et il arrive sur un menu qu'il va parcourir pour toute la partie tournage. Ce menu-là, c'est le même menu pour la partie fraisage. C'est un menu dans lequel on va trouver 4 étapes
qui sont les étapes nécessaires à la réalisation de l'opération d'usinage qu'on va lui demander. Donc, on a la machine et trajectoire, on a le montage des pièces, les outils et les paramètres d'usinage. Là, vous voyez, il y a des petits cadenas fermés parce que, comme je vous disais, le parcours est linéaire. Donc, l'étudiant va aller suivre chacune des parties les unes après les autres et les cadenas se débloquent au fur et à mesure. Donc, si on part sur la partie machine et trajectoire, là, l'étudiant il va découvrir les différentes trajectoires que la machine de tournage peut réaliser. Et donc, on va lui demander de pouvoir, il va être confronté à une activité interactive. On va lui dire, cliquez sur la flèche qui correspond au déplacement longitudinal ici. Et à ce moment-là, en fait, il va pouvoir visualiser le déplacement de la machine et le pupitre intégré avec les valeurs qui se modifient en fonction du déplacement de la machine. Je passe assez rapidement la suite de l'interaction puisque c'est la même chose hein, pour le mouvement transversal et interpolation linéaire. Et ensuite, une fois qu'il a terminé son parcours dans le premier module en réalité virtuelle, on lui propose d'aller accéder à un module qui est externe, donc qui sort de la réalité virtuelle, qui est un module un peu plus théorique, donc les petits cahiers bleus dont je vous parlais tout à l'heure. Là, dans ce module, il va être confronté à un certain nombre de contenus. Donc, on lui rappelle à nouveau les objectifs pédagogiques du module. Et puis, il va pouvoir aller regarder les différentes machines, les différentes parties de la machine. Il va avoir des activités interactives sur les différentes opérations possibles avec cette machine. Et donc, voilà, il découvre en fait le contenu au travers de ce petit module. À la fin de ce module, on lui indique où il se trouve dans le parcours global tournage et fraisage. Et il va pouvoir télécharger une petite synthèse de son cours pour pouvoir y revenir plus tard. C'est à ce moment-là qu'en fait, on va le confronter à une première évaluation intermédiaire qui va lui permettre de vérifier ses connaissances sur les deux modules qu'il a eus. Donc, les connaissances, elles peuvent se matérialiser sous différents types de quiz. Ce sont des connaissances, donc c'est essentiellement évalué sur des connaissances. Et il y a une partie aussi sur une partie calculatoire. Donc, il y a des questions de connaissances et de calcul. Une fois qu'il a fini son évaluation, on lui indique si, en fonction de son pourcentage, s'il a réussi ou pas son test. S'il ne l'a pas réussi, on l'invite à retourner voir son cours. Et sinon, il peut aller directement à la fin. Excusez-moi. Il peut aller directement à la fin, retourner sur le module suivant. Donc voilà pour la petite démonstration. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous parler un peu des étapes du projet qui a été réalisé. En fait, le projet, il a commencé en avril dernier et il s'est terminé en fin septembre. Enfin, il est encore un peu en route puisque là, on est dans une partie d'évaluation du dispositif et puis de mise en place de l'amélioration continue du dispositif. En fait, on est passé par différentes étapes avec les différentes parties prenantes du projet. Une étape de lancement où on a récupéré les informations nécessaires pour comprendre les besoins, les problématiques que rencontraient les étudiants et l'enseignant sur ce cours. Une étape de conception générale où on a conçu le scénario général de l'ensemble des modules, en fait, du dispositif. Où on a défini les objectifs pédagogiques et on a commencé à réfléchir à l'évaluation du dispositif. Ensuite, on est parti sur une production des médias. Donc, on est allé prendre des photos avec le partenaire sur l'atelier d'usinage, donc captation de photos, de vidéos, de panoramique en 360. Et puis, on a commencé à réfléchir à une mécanique générale sur la partie en réalité virtuelle. Et on est passé par de la conception détaillée, que vous voyez ici en vert, au travers de la création de storyboards
pour détailler toute la mécanique d'interaction au sein du module, en fait, entre l'utilisateur étudiant et le module. Ensuite, on est revenu, en fait, ces deux phases, production de médias et conception détaillée, elles ont vécu au même moment, en fait, elles se chevauchaient. On est passé par de la production d'un prototype, en fait, de la mécanique en réalité virtuelle. Donc, c'est le partenaire qui a fait cette production. On s'est mis d'accord sur cette mécanique. Et ensuite, on est parti dans de la conception détaillée de chacun des modules en réalité virtuelle, de chacun des modules théoriques de Kiel, dont je vous parlerai après, qui était le petit livre bleu que vous avez vu. Et puis, la conception détaillée des évaluations. Et ensuite, on est repassé en jaune sur la production. Une fois que la conception, donc les storyboards de chacun des modules étaient réalisés, on a produit sur les différents outils les modules. Après, on est parti sur de la diffusion. Donc, on a diffusé à l'intérieur de la plateforme les différents modules. Et on a aussi organisé ces modules dans la plateforme LMS, qui est Moodle, de façon à ce que les étudiants puissent suivre les contenus l'un après l'autre et qu'ils puissent à la fin être évalués et obtenir ou pas un certificat de réussite à l'issue de son parcours. On a aussi créé le questionnaire, l'enquête de retour d'expérience des étudiants au sein de cette plateforme. Et les modules ont été mis en service en début septembre dernier. Les étudiants ont eu 1 mois pour réaliser le parcours, à l'issue duquel ils ont pu exprimer leurs réactions, leurs difficultés. Et là, on vient de terminer en fait aujourd'hui la phase d'analyse de ces enquêtes et on est en train de réfléchir à l'amélioration continue de ce dispositif, à comment modifier, améliorer en fonction des difficultés qu'ont pu rencontrer les étudiants. Les outils qu'on a utilisés, donc vous avez vu qu'on a utilisé un certain nombre d'outils. Donc là, pour tout ce qui était module en réalité virtuelle, on a utilisé l'outil Sphère, qui est un outil qui est payant, qui a été créé à Lyon par une société qui s'appelle Spidernet. C'est un outil, il a une particularité, en fait, c'est un outil no-code. Donc, c'est un outil qui permet de créer des modules en réalité virtuelle sans avoir de compétences de code. Donc, ça, c'est assez intéressant puisqu'en fait, ça peut permettre sur un campus de développer soi-même les modules sans avoir à passer par un prestataire externe qui aurait des compétences en code ou en programmation. Le deuxième outil qu'on a utilisé, c'est Dokiel. Donc, c'est cet outil-là, ce petit logo. Celui-là, on l'a utilisé pour faire les modules théoriques, donc les petits livres bleus. Ce module-là, enfin, cet outil-là, en fait, c'est un outil libre, gratuit. C'est une chaîne éditoriale, en fait, qui permet de réaliser des modules de formation en ligne ou même sous la forme de diaporamas pour du présentiel, pour animer du présentiel, ou même sous la forme de PDF pour que ce soit un contenu pédagogique qui sera utilisé entre des cours présentiels, par exemple. C'est un outil qui a une particularité, il permet de créer des contenus pédagogiques sur la forme de mini-fragments qu'on va pouvoir réassembler comme on le souhaite pour créer un contenu pédagogique. Et c'est un outil qui est assez efficace parce que on va pouvoir, à partir d'un même contenu, l'extraire sous différents supports. Donc, ce que je vous disais, diaporama, PDF ou module de formation, en un clic. C'est un module qui permet de pouvoir, enfin, c'est un outil qui permet de pouvoir collaborer, donc faire de la co-création pédagogique avec plusieurs personnes. Et c'est un outil aussi qui permet d'actualiser ces contenus pédagogiques assez rapidement, puisque si, par exemple, on a fait plusieurs cours pour plusieurs établissements sous un contenu pédagogique dans cet outil-là, à partir du moment où on va modifier un fragment, il va être modifié partout, dans tous les contenus existants dans lesquels il est utilisé. On a également utilisé Genially
Genially, je pense que vous connaissez certainement. C'est cet outil que j'utilise là pour faire cette présentation aujourd'hui. C'est un outil qui permet de faire des présentations, mais il permet aussi de faire des modules de formation. On peut faire tout un tas de choses. Nous, on l'a utilisé surtout pour aider les étudiants à se situer dans son parcours, dans la progression pédagogique. C'est celui qu'on a utilisé pour faire la petite roue, vous savez, de progression qu'on a vu tout à l'heure dans la démo. Et puis, évidemment, on a utilisé Moodle. Moodle, c'est la plateforme institutionnelle utilisée par l'école. C'était pratique parce que ça permettait d'éviter de créer un nouvel accès différent pour les modules pour les étudiants. Donc, on utilisait quelque chose qu'ils utilisaient déjà actuellement. Et c'est un outil qui n'est pas simplement un outil de diffusion. On l'a utilisé à la fois pour diffuser donc, les différents modules qu'on a créés sous Sphère et sous Dokiel, mais on l'a aussi utilisé pour de la création de contenu. Toutes les évaluations, les quiz et les missions finales ont été réalisées sous Moodle. Et pour réaliser aussi l'enquête de satisfaction à l'issue du parcours. Et également toute la mécanique de progression des étudiants à l'intérieur de la plateforme qui lui permettait à l'issue du parcours de recevoir son certificat de façon automatique et de pouvoir progresser entre les différents modules. Pour vous faire un petit bilan de cette expérience, aujourd'hui, on a 80, donc il y avait 75 étudiants qui ont testé les modules là, en septembre, en première année. On a 90% des étudiants qui ont suivi l'intégralité du parcours en asynchrone, donc avant les cours en présentiel. Il y a 83% qui ont répondu à l'enquête et il y a 90% de ces étudiants qui ont dit qu'ils aimeraient revivre ce genre d'expérience dans leur formation, dans d'autres matières. Si on reprend en fait les différentes problématiques initiales qui ont impulsé ce projet, en ce qui concerne la problématique de motivation des étudiants et la projection sur les séances de TP, on voit ici sur le premier graphique que sur une échelle de 1 à 4, la moyenne des étudiants en moyenne ont répondu 4 à les modules en réalité virtuelle étaient motivants et les ont aidés à se projeter pour leur séance de TP. On a une moyenne de 3,9 pour les modules théoriques. Et puis pour la problématique des représentations cognitives, on a une moyenne de 3,9 également. Donc ils ont estimé que les modules ont été utiles et qu'ils les ont permis de bien se représenter les systèmes complexes, parfois abstraits. Et pour la partie, la problématique de la difficulté de se projeter professionnellement, on est arrivé sur une moyenne de 3,8, c'est-à-dire les étudiants ont compris davantage l'application du cours sur le terrain professionnel grâce à ces modules. Donc, c'est un retour qui est assez positif. Là, je vous ai présenté un petit peu tout le retour des étudiants. Comme je vous disais, l'enseignant Jean Vincenti n'est pas là aujourd'hui, mais il nous a laissé un petit témoignage audio que je vais vous faire écouter maintenant. Alors, j'arrête juste le partage pour repartager à nouveau pour que vous puissiez entendre. Hop, excusez-moi, je reviens tout de suite. D'Ariane est bientôt terminée, alors n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a un micro qui est allumé, je vous demanderai de le couper. Voilà. Et super, du coup, Ariane, pour cette initiative, pour ce témoignage. Oui, alors juste, j'ai encore quelques minutes pour terminer. Bah, ma foi, ouais, 2-3 minutes, c'est possible. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok, super. Voilà. Allez. Alors, je vous fais écouter le témoignage de l'enseignant dès maintenant.
Alors, je me suis retrouvé, moi, typiquement dans cette activité parce que j'avais déjà tenté tout seul une première expérience il y a 2-3 ans avec un projet étudiant. J'avais essayé de faire quelque chose en réalité, entre guillemets, immersive, hein, mais j'ai très vite compris que c'était infaisable. Quand on est tout seul, c'est même pas la peine d'essayer. Pourquoi? Parce qu'il y a dedans de multiples métiers. Entre autres, je n'imaginais pas la complexité de la scénarisation. Et ça, un enseignant n'est pas du tout formé à ça, hein. C'est pas notre cœur de métier, donc on ne sait pas faire. On scénarise notre cours quand on le fait en salle, oui, devant un public, mais c'est quelque chose quand même d'assez linéaire. On se pose d'ailleurs pas trop de questions, on est plutôt dans un mode transmissif. Et puis après, il y a la maîtrise des outils. La maîtrise des outils numériques, vous avez vu, il y en a un certain nombre à déployer, même si on peut peut-être réduire. Mais toute cette partie-là, elle a nécessité et des compétences et du temps. Et souvent, ben, l'enseignant, soyons clairs, il peut pas faire. Enfin, moi, aujourd'hui, je me sens pas capable de faire tout ça. Et je suis content d'avoir pu travailler dans cette équipe. Pourquoi? Ben, parce que on avait, je pense, les bonnes personnes pour que ce type de projet puisse aboutir. Il faut que l'équipe projet fonctionne bien ensemble. Mais je pense qu'elle a été très bien gérée et elle a bien géré les liens avec tous les acteurs parce que vous avez vu, il y a un partenaire extérieur et il y a des multiples compétences en interne aussi. Et tout ça, si ça fonctionne pas bien, ça a du mal à aboutir. Là, on l'a pu faire dans un temps record. Bravo. Et oui, Jean-Vincent a bien raison. Bravo, bravo à l'équipe. Et puis, c'est chouette que Jean-Vincent était parmi nous, malgré, entre guillemets, le fait qu'il soit en cours actuellement. Alors, je vais rallumer ma caméra. Je l'avais éteinte, voilà, pour que vous voyez Ariane. Donc, voilà, bien sûr, les gens qui ont envie d'échanger en permettant à Ariane de les voir, voilà, vous pouvez allumer vos micros, caméras, voilà. Là aujourd'hui enfin maintenant, c'est un temps d'échange qui est dédié. Donc voilà, peut-être Ariane, tu peux couper ta présentation. Il y a toujours un petit peu le son. Je ne sais pas si tu veux y revenir lors des périodes de questions-réponses. J'y retournerai si besoin. Ok, bon bah super. Merci en tout cas pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions. Ouais. Du coup, il y avait une question de Laurent. Donc voilà, il demande combien d'enseignants interviennent en usinage et peut-être la question derrière, c'est comment a réagi l'équipe pédagogique par rapport à justement cette initiative et cette transformation de ce cours. Alors, en usinage aujourd'hui, il me semble qu'il y a 2 ou 3 enseignants, mais qui ont participé à ce dispositif. Il y avait uniquement Jean Vincenti, que vous avez entendu tout à l'heure. Jean, il était au départ, comme je vous ai dit, en fait, il y avait un réel désir de modifier des choses dans son cours parce qu'il ressentait que les étudiants étaient démotivés. Et donc, ça le démotivait lui aussi, en fait, pendant son cours. Et c'est ce qui a vraiment impulsé ce dispositif et ce projet, en fait. Et même si ça a été peut-être plus… ça demandait un certain investissement que peut-être Jean, dont il ne se rendait pas compte au départ. Au final, en fait, il a pris un plaisir, enfin, nous, on l'a senti, il a pris vraiment du plaisir à faire cette expérience. Et aujourd'hui, les retours sont super positifs, en fait, parce que non seulement ils sont positifs, mais ils sont aussi très constructifs. Bon, je vous ai montré qu'une toute petite partie de l'analyse, mais les étudiants, ils sont force de proposition sur l'amélioration continue. Ils ont des idées et il y a des choses qu'ils ont proposées auxquelles nous, on avait déjà pensé aussi à l'issue de ce premier test. Et donc, ça se recroise bien en fait par rapport à comment on peut améliorer le dispositif, comment on le fait avancer pour qu'il soit le plus efficace possible pour les étudiants.
Ah, on ne t'entend plus, Nathalie. Pardon. Il y avait Voilà. une remarque de Laurent qui disait d'où l'intérêt d'être aidé par les ingénieurs pédagogiques. C'est vrai que, merci Laurent, c'est important de le souligner parce que c'est notre rôle en tant qu'ingénieur conseiller pédagogique de vous accompagner, de vous amener à scénariser le cours en fonction de vous, vos affinités pédagogiques et vos envies aussi également. C'est vrai que c'est chouette d'avoir cette opportunité-là. Des fois, la marche n'est pas évidente à franchir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ariane, mais il y a des chargés d'enseignement qui n'osent pas, tout simplement. Eh ben, alors oui, il y a enfin, on est face à un public très diversifié, hein, d'enseignants. Mais ce que je pense aussi, c'est que enfin, il y a beaucoup d'enseignants qui se rendent compte qui rencontrent des difficultés au quotidien en fait dans leur cours et qui ont envie de changer les choses. Il y en a qui n'osent pas, mais je pense qu'un exemple aussi de ce genre de scénarisation peut impulser, peut encourager ceux qui ne souhaiteraient pas, enfin ceux qui n'osent pas aujourd'hui sauter le pas en fait. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dispositif qui n'est pas complètement parfait. C'est un test qu'on a fait là, qu'on a sorti en septembre. On l'a diffusé aux étudiants pour la première fois. Donc il y a encore plein de choses à améliorer. Mais c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans une dynamique d'amélioration continue et de sollicitation des étudiants par rapport à comment ils l'ont vécu, est-ce que ça a été utile pour leur apprentissage comment on peut l'améliorer et est-ce que c'est quelque chose qu'on doit reproduire dans certaines autres matières. Voilà. Oui, c'est important de souligner que la perfection, quelque part, n'est pas forcément ce qui est visé. Voilà, et parce que c'est vrai que, et puis moi, pour accompagner les enseignants, enfin, enfin, ils sont tellement investis, tellement dedans que quelque part, des fois, il y a toujours ce côté, ah, mais voilà, j'ai pas le temps pour faire ce que je voudrais faire. Et en fait, bah, il y a peut-être des marches pour se rendre là et des étapes. Donc voilà, faut pas hésiter à faire appel aux équipes pédagogiques. Elles sont là, ne serait-ce que pour lancer une réflexion, hein, sans forcément, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser non plus des outils, hein. Non, alors ce qui est important, enfin, je rebondis sur ce que tu dis. Souvent, quand on a des enseignants qui viennent nous voir, ils ont diverses problématiques qu'ils aimeraient régler, divers besoins. Mais parfois, ils ont un peu peur de l'investissement que ça peut représenter parce que souvent, c'est des enseignants qui sont aussi chercheurs, donc qui sont très occupés, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à investir. Donc, on peut proposer aussi de dire, bah voilà, tu as ces problématiques-là, tu as ces besoins-là, quels sont tes besoins et tes problématiques prioritaires? Et on commence petit, en fait. On commence, on fait, bah voilà, pour cette année-là, on se restreint à cette priorité-là. Et puis l'année prochaine, on traitera telle autre problématique. Et on avance petit à petit. On n'est pas obligé. Là, ça a demandé un investissement très important. Mais on peut faire des choses beaucoup plus petites. Et par rapport aux outils, l'outil, ce n'est pas une fin. L'outil pédagogique numérique, c'est un moyen pour répondre à des besoins. Donc, on ne va pas utiliser un outil pour utiliser un outil. D'ailleurs, il y a une grosse réflexion sur l'utilisation de la réalité virtuelle dans ce dispositif. On peut se dire, ah oui, c'est super, c'est en vogue, on va utiliser la réalité virtuelle, c'est à la mode, l'effet waouh, etc. Mais si derrière, ça n'a pas un impact pédagogique ou un impact sur les problématiques qui sont définies au départ, ça n'a aucun intérêt d'utiliser la réalité virtuelle. Donc, si vous voulez si vous imaginez, vous, dans vos propres établissements, mettre en place ce genre de choses au moyen de la réalité virtuelle, il faut toujours se poser la question d'abord,
pourquoi je vais utiliser la réalité virtuelle, qu'est-ce que ça va apporter de plus à l'apprentissage des étudiants, est-ce que ça va vraiment être au service des besoins, des difficultés qui sont rencontrées sur le terrain. Oui, c'est important de le dire. Et d'ailleurs, Laurent nous dit que lui, par exemple, il scénarise tous ses cours en s'appuyant sur le jeu, comme levier d'engagement dans les apprentissages. Donc, c'est un autre exemple voilà. On avait une question de Maud quand même qui se demandait en fait, est-ce que l'investissement, il est coûteux pour utiliser un outil d'immersive learning? Donc, alors, pour ce faire, alors j'ai pas les prix en tête, mais enfin, Maud, tu peux me recontacter. Je vais laisser mon adresse en mail pour que vous puissiez, je vais le mettre dans le chat, pour que vous puissiez me contacter après si vous avez d'autres questions. Il y a la licence, il y a des packs en fait pour les établissements. Donc, ils font des prix sur des licences pour des usages pédagogiques. Au final, ce n'est pas si coûteux que ça. Là, je ne peux pas te donner un ordre de prix parce que je ne l'ai pas en tête, mais on peut en reparler. On peut en reparler si tu le souhaites par message après. Je vais laisser mon adresse mail si vous avez besoin de me recontacter. Et autre chose que vous devez savoir aussi, c'est que la présentation là, que j'ai faite aujourd'hui avec la démo, vous pourrez la retrouver. Je pense qu'on la mettra peut-être dans la description de l'enregistrement vidéo sur YouTube. Et les différentes questions que vous aurez posées à l'oral et à l'écrit, on va retrouver les réponses. Je mettrai les réponses dans le Geniali. Donc, comme ça, vous pourrez voir les questions et les réponses qui ont été posées. Super, merci. Et d'ailleurs, Ariane est membre de la communauté des talents pédagogiques, donc vous pouvez aussi la contacter via ce biais en faisant une petite recherche parmi les membres. On a une question de Sabine qui, je pense, mériterait un webinaire dédié, mais je t'invite peut-être à essayer d'y répondre. Comment vous identifiez les compétences à développer et l'outil en lien? Donc, alors, est-ce que Sabine, tu peux préciser un peu plus ce que tu entends par identifier les compétences? Tu parles des compétences pour l'utilisation des outils par rapport au projet ou les compétences visées chez l'apprenant? Je ne suis pas sûre de bien comprendre. N'hésite pas à prendre le micro. Je pense qu'il est... Oui, parfait. Alors, je ne sais pas si on a le temps. Merci beaucoup en tout cas pour votre partage. Donc, moi, je suis maître d'enseignement HES dans une autre école de santé en Suisse, donc à Sion. Et les questions se posent aussi comment on utilise justement chez nous les outils, mais par rapport aux compétences qui sont visées dans le plan d'études, on est avec un module de cours pour ne justement pas prendre un outil parce qu'il nous paraît alléchant, parce que c'est à la mode, mais vraiment lié aux compétences qu'on développe. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, en fait, par rapport aux outils, donc on ne se pose pas tout de suite la question des compétences parce que d'abord, on réfléchit à comment on va vouloir, quel genre d'outils, donc pas le nom des outils sur le marché disponible, mais quel genre d'outils on va utiliser. Est-ce que ça va être plutôt du module comme les modules théoriques qu'on a vus là? Est-ce que ça va être quelque chose en réalité immersive, etc. Donc ça, d'abord, on le définit en amont par rapport aux besoins. Là, il y avait un besoin pour les étudiants de se projeter et de pouvoir visualiser des choses pour mieux comprendre. C'est pour ça qu'on a utilisé la réalité immersive. Et puis, pour tout ce qui est contenu théorique, si vous voulez, ça n'a pas d'intérêt de le mettre dans la réalité virtuelle. Donc, on l'a fait à part au travers d'un outil théorique là, qui est Dokiel. Par rapport aux compétences, souvent on fait avec les compétences qu'on a sur le terrain, c'est-à-dire si on a des ingénieurs pédagogiques ou des enseignants qui sont là, on voit ce qu'on connaît déjà, qui pourrait répondre aux besoins. Et après, on peut faire aussi une étude en fait, des différents outils. Il faut souvent faire de la veille. Nous, en tant qu'ingénieur pédagogique, on fait régulièrement de la veille sur des outils, on teste des outils pour voir comment ça fonctionne, quel est le niveau de difficulté, quel est le niveau de compétence attendu.
Mais le choix de l'outil, il est d'abord fait en fonction des besoins, ensuite en fonction des compétences sur le terrain, et ensuite aussi, il y a quelque chose qui rentre beaucoup en ligne de compte, c'est le temps. On se fixe souvent une deadline qui est reliée à, je ne sais pas, au semestre prochain ou à l'année scolaire prochaine parce qu'on veut diffuser ça à tel moment, ou alors parce que ça rentre dans le cadre d'un projet qui est financé, comme c'est le cas ici, par la région, et donc on a une deadline. Et en fonction de ça, on choisit aussi l'outil. C'est-à-dire qu'il y a certains outils qui permettent de faire énormément d'interactions, mais qui demandent beaucoup plus de temps dans la conception détaillée et la production. Donc, on va s'orienter vers un outil qui va être plus touffu, qui va permettre plus d'interactions si c'est ce dont on a besoin pour répondre aux problématiques du projet et si on a le temps pour le faire et les compétences. Et on va s'orienter vers un outil qui est peut-être plus simple, plus abordable en fonction des compétences, des objectifs du projet et du temps dont on dispose. Il y a autre chose aussi qui est important à réfléchir, c'est quand on crée ce genre de module-là, quelle est la durée de vie, la pérennité des modules en fait. C'est parfois difficile quand on crée des modules et qu'on fait appel à de la prestation externe. Souvent, on n'a pas forcément de budget après pour améliorer les modules. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on crée une ressource qui va vivre 1 an, 2 ans, et qui après sera plus exploitable. Ou qu'on ne pourra pas améliorer continuellement parce qu'il faudra faire appel à ce prestataire externe à chaque fois pour venir modifier et améliorer. Nous, on a fait le choix d'utiliser aussi ces outils-là que je vous ai présentés parce qu'ils étaient abordables, en fait, et qu'on n'avait pas forcément besoin de faire appel à quelqu'un d'externe. Là, on a fait appel à un partenaire parce que ça faisait partie du projet, mais en même temps, on s'est formé à ces différents outils pour que sur une prochaine expérience similaire, on puisse le faire sans faire appel à quelqu'un d'externe, et puis qu'on puisse aussi, là, dans le cadre de ce projet, améliorer les modules, mais en interne, sans passer par quelqu'un d'externe. Donc, je ne sais pas si ça répond complètement à la question que tu posais. Merci beaucoup. Des enseignements, c'est une vaste question. C'est vrai que ça demanderait un webinaire dédié. Je pense aussi la priorité, c'est de définir quelles sont les compétences visées à l'issue de l'enseignement. Oui. Ensuite de ça, se poser la question comment on a envie d'évaluer ces acquis là. Et ensuite de ça, définir quels sont les outils ou les pratiques pédagogiques qui vont nous amener à atteindre ces objectifs-là. Donc, voilà, pour résumer un petit peu voilà, les choses. Mais Ariane, tu as fait d'autres apports très intéressants sur le fait que voilà, la technologie est ce qu'elle est. Nous, on le rencontre tous les jours avec le site de la communauté des talents qui nous fait des nœuds au cerveau. D'ailleurs, il y a une nouvelle version qui va être en ligne donc début d'année prochaine. Et voilà, les outils parfois tombent en désuétude. Voilà, c'est plus d'actualité, etc. Comme tu le dis, ça demande des compétences particulières. On avait les financements au début, quand le projet a été monté, et ensuite de ça, par la suite, quid de ce qu'il se passe. Donc voilà, c'est toujours... mais en tout cas, c'est intéressant aussi de voir qu'un enseignant qui finalement n'avait pas forcément d'appétence envers la technologie, tu me dis si je me trompe, finalement a pris les choses à bras-le-corps et vraiment et j'allais dire enthousiaste par rapport à ce qui a été créé. Donc voilà, et c'est chouette. Et encore une fois, c'est un exemple de scénarisation de cours qui se fait via des outils, mais c'est vrai que ce n'est pas la seule façon de faire. Mais en tout cas, c'est intéressant et c'est ce qu'on veut montrer aussi au sein de la communauté des talents. C'est diverses initiatives pédagogiques qui ont tous pour but
de voilà, favoriser le développement de compétences chez les étudiants, ou du moins l'acquisition d'apprentissage, le développement de leur professionnalisation, etc. Et surtout, pour certaines situations, comme par exemple l'usinage, eh ben, quelque part les mettre en contexte réel, hein, ce que permet la réalité virtuelle et ce que ne permet pas forcément un cours en amphi. Donc voilà, et c'est ça la beauté de la pédagogie, c'est qu'il y a plein de pratiques pédagogiques qui peuvent mettre en œuvre. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, ou si toi, Ariane, tu voulais préciser quelque chose. Il y a juste sur cette partie-là, par exemple, nous, on a une grande réflexion sur, on s'est posé la question de la façon dont on avait utilisé la réalité virtuelle. Est-ce que, c'était vraiment une question qu'on se posait, est-ce que ça va apporter, est-ce que ça va répondre en fait aux besoins initiaux, donc que je vous ai expliqué au tout début du webinaire. Et donc, les résultats de l'enquête ont prouvé que oui. Aujourd'hui, je pense que on n'a pas exploité au maximum le potentiel de l'usage de la réalité virtuelle, qu'il y a d'autres usages qui permettent de l'exploiter davantage, comme par exemple au travers d'un process d'une manipulation ou d'un geste métier, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé au travers de conditions de sécurité qu'on ne peut pas simuler en réel parce que c'est trop dangereux ou c'est non accessible, c'est sur un site non accessible, etc. Donc, il y a plein de choses à réfléchir. Et surtout, ce que je pense qui est important quand vous voulez vous lancer dans ce type de projet, c'est de vraiment réfléchir à si je veux utiliser de la réalité virtuelle, mais pourquoi en fait, est-ce que ça va vraiment apporter un plus, est-ce que ça répond à un besoin initial posé. Super. En tout cas, merci à tout le monde. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, Laurent, dans le chat, vous avez mis le lien vers son livre. Donc voilà, je fais un push, je m'excuse Ariane, mais voilà, Laurent, en fait, Laurent finance via son livre tous les jeux qu'il fait avec ses étudiants. Donc voilà, je vous invite à revoir son webinaire et aussi à l'encourager en achetant son livre. On n'a pas d'autres questions. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Bonjour Laurent. Et donc voilà, donc prochain rendez-vous le 1er décembre avec les personnes qui ont obtenu un prix pour le premier prix d'innovation pédagogique de la CGE. Et une autre date, c'est le 15 décembre avec Maude qui était présente aujourd'hui. Donc voilà, on est en train d'organiser tout ça. Mais voilà, les 2 prochains webinaires et les dates à retenir pour la communauté des talents. Donc voilà, merci Ariane. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Et puis n'hésitez pas à me recontacter en cas de questions complémentaires, de besoins. C'est avec plaisir de partager des expériences, d'échanger et de réfléchir ensemble aussi à tous ces usages parce qu'on a chacun des expériences différentes et ça nous enrichit mutuellement en fait. Donc n'hésitez pas. C'est tout l'objet de la communauté, c'est pour ça qu'elle existe, hein. S'inspirer et aussi avoir une approche réflexive aussi sur ses pratiques, sur les pratiques d'autres personnes. Donc voilà. Et bien, ma foi, au plaisir de vous retrouver à l'occasion d'un prochain webinaire. Surtout partagez, hein, parce que voilà, la communauté gagne à être connue. Donc voilà. Et ma foi, belle fin de semaine à tout le monde. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci encore, Ariane. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.